Bonjour à tous, merci d'être là pour ce dernier slot du coup. Comme on dit, de toute façon, le meilleur pour la fin, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Je suis Jérôme Aigron et accompagné d'Alexis Kinsella, du coup, tous les deux Xebian. On va vous parler de Docker et de l'usage qu'on en fait nous avec Amazon Web Services et notamment au sein du studio. Le studio, qu'est-ce que c'est? C'est du coup Xebia Studio, c'est une méthode de travail, on va dire, pour produire du logiciel de qualité en se basant sur des méthodologies agiles et en sortant toujours du contexte habituel du client. Sur la majorité de nos projets studio, on utilise en fait le cloud, donc pas un cloud particulier, hein, mais plusieurs providers de cloud. On a travaillé avec Microsoft Azure et Roku, et notamment Amazon Web Services, d'où la présentation d'aujourd'hui. Une autre techno qu'on adopte de plus en plus sur nos projets, c'est Docker. Pour info, s'il y en a qui continuent sur le petit jeu pour savoir le nombre de conteneurs, je les ai comptés pour vous. J'en ai à peu près entre 110 et 120. Il y a un mec de la CGD qui est à côté de moi, il m'a dit 1 million, mais je pense qu'il ne faut pas trop le croire. Mais du coup, on va voir en fait ce que ça a changé selon 3 axes, au niveau du développement, au niveau de l'usine logicielle et au niveau de l'infrastructure. Point de vue développeur déjà, plus important. Docker, ce que ça nous apporte, c'est de pouvoir poker facilement. Ce que j'appelle poker facilement, c'est je veux tester tel ou tel outil et l'intégrer à mon infra. En 2 commandes et à l'aide de Docker Hub, je récupère mon logiciel, je le lance sans avoir à l'installer ou à suivre le manuel d'installation. Et rapidement et facilement, je peux le lancer et notamment l'exécuter aussi en mode clusterisé sur la plupart des solutions. Je pense notamment à Kafka et Zookeeper, qui sont assez laborieux à installer. Et là, en 2 commandes, pareil, on peut avoir notre petit Kafka qui tourne en mode clusterisé. Dernier avantage, et pas des moindres, on peut également très facilement switcher d'une version à l'autre, soit pour tester une montée de version et voir les impacts que ça aura sur notre infrastructure, ou alors partir sur une ancienne version pour faire du bug tracking ou pour vérifier ce qui se passe en prod. Avantage aussi, la partie mock. Si vous commencez à travailler avec Docker, et plutôt que d'envoyer votre code source qui fournit en fait un service mocké, vous allez pouvoir containeriser ces mocks. Et pour celui qui travaille avec Docker, comme ça fut le cas dans certains de nos projets, on reçoit du coup une image mockée. Il suffit de l'intégrer à notre architecture comme si c'était le service final. Et après, une fois que le service sera développé, il suffit de changer de version et tout fonctionne comme avec le mock. Donc ça facilite ces échanges entre les services et entre les services non encore développés. Ça, c'était pour la partie développement. On va maintenant parler un peu de l'usine logicielle. Schéma classique au démarrage, hein, vous avez votre développeur du coup qui va pusher son code sur un repository Git. À ce moment-là, Jeanquin, il est notifié ou alors il vérifie ce qui se passe. Il fait son build et il passe ses tests unitaires. Donc là, vous avez votre jar ou votre war. Et c'est là où il y a des étapes supplémentaires après. On ne va pas se contenter d'avoir notre jar et de le pusher sur un Nexus. On va packager ce war ou ce jar à l'aide de Docker pour en faire une image. Une fois que cette image est prête, à l'aide de Docker Compose, on va lancer en fait les différents modules de notre infrastructure pour vérifier que, avec des tests de bout en bout, que toute notre infrastructure est OK avec cette nouvelle image. Et une fois que cette image est validée, il suffit du coup de la pusher sur un registry, soit public ou privé, de registre d'images. Là, sur le schéma, la petite icône, c'est en fait Amazon Registry. On va y revenir juste après. Donc voilà les nouvelles étapes de l'usine logicielle. Et après, bien sûr, ça va être d'envoyer cette image dans Amazon pour la déployer. On va voir par la suite les différentes façons justement d'utiliser Amazon. Pour l'infrastructure, ce qui est quand même le gros impact de Docker. Ce qu'on va voir, c'est au niveau de l'infrastructure, justement, c'est sur Amazon, différentes façons de faire. Premier mode, on va dire le mode historique. Quand je commence à avoir des providers de cloud, premier réflexe, première façon de faire, c'est je demande d'avoir des instances dans mon cloud. Donc, dans le cas d'Amazon, ce sera le compute, EC2, donc le IaaS. Donc à ce moment-là, j'ai des instances, j'ai mon accès SSH, je vais dessus, j'ai mon Docker ou pas, où je l'installe. Et ensuite, à moi de provisionner mes instances, d'installer le logiciel dont j'ai besoin dessus, et ensuite à moi également de les monitorer. Pour faire ça, il y a plusieurs solutions, notamment l'utiliser l'AMI Amazon. L'avantage, c'est que Docker est préinstallé dessus, et surtout, il y a une plus grande intégration avec l'environnement Amazon. Rien ne vous empêche, bien sûr, d'utiliser vos propres AMI. S'il n'y est pas installé dessus, d'installer manuellement Docker dessus, ou encore d'utiliser Docker Machine, qui dispose d'un driver en fait AWS et va pouvoir provisionner pour vous des machines avec Docker préinstallé dessus.
Et du coup, on l'a vu ce matin, il va y avoir Docker for AWS qui a été annoncé. Donc, ça sera sûrement une autre façon de faire, de travailler avec AWS. PL vers Scattle. Alors ça aussi, ils en ont parlé un peu ce matin. Du coup, là, on était toujours dans mode historique, on va dire mode classique. Finalement, j'ai juste des machines. Je peux avoir un nom ou pas dessus, mais il va falloir que j'en prenne soin. La nouvelle vision des choses qu'on va avoir, c'est que j'ai un troupeau de ressources. J'ai plein de ressources, peu importe, je m'en fous des noms, je m'en fous de ce qui se passe, ce qu'il y a derrière. Mais j'ai un troupeau qui va représenter donc plein de ressources, et il va falloir que j'apprenne à travailler avec ce troupeau. Donc du coup, il va y avoir des nouvelles façons de faire, de nouvelles problématiques, notamment sur l'orchestration. Et je laisse la main à Alexis pour la suite. Merci Jérôme. Donc effectivement, une des réponses qu'on peut apporter pour gérer nos serveurs en masse et ne plus les gérer comme finalement des animaux domestiques, ça va être finalement d'utiliser des outils qui vont nous permettre de relever un certain nombre de challenges qui répondent à des besoins modernes. Donc aussi bien l'automatisation que l'uniformisation des déploiements, mais également l'optimisation des ressources mises à disposition par les instances que vous provisionnez. Alors, évidemment, Docker apporte des réponses, les orchestrateurs en particulier, et sans s'attarder dessus, on va avoir le choix entre mettre en place des distributions spécialisées comme RauncherOS, CoreOS, ça a déjà été abordé plus tôt dans les sessions, ou également des orchestrateurs, donc Mesos pour le plus connu, Kubernetes, ou bien des orchestrateurs peut-être un petit peu plus nouveaux, comme par exemple celui d'HashiCorp, qui s'appelle Nomad, et qui propose des nouveautés par rapport à ce qui se fait déjà, bien que le produit soit encore un petit peu jeune. Néanmoins, sur ces solutions à mettre en place, toute la complexité qu'il va falloir gérer pour les mettre en place, pour les exploiter, pour les configurer, pour les battle tester, ça va être à votre charge. Donc cette complexité, c'est vous qui allez devoir la prendre en charge, passer du temps dessus et résoudre les problèmes éventuels, d'ailleurs, qui pourraient tomber en prod parce que vous n'avez pas forcément suffisamment testé et validé vos plateformes. Donc, pour résoudre cette problématique, vous pouvez vous appuyer, si vous êtes sur le cloud chez Amazon, sur deux solutions. Donc, la première, Elastic Beanstalk avec Docker, et la seconde, qui est ECS. Donc, ECS qui est plus connu, et ça a été abordé tout à l'heure par Julien Simon dans la session Amazon. La première chose dont je vais vous parler, c'est Elastic Beanstalk. Alors, qu'est-ce que c'est Elastic Beanstalk? C'est un des premiers services managés qui a été proposé par Amazon, historiquement, au niveau du compute, donc après uniquement la mise à disposition de ressources de calcul. C'est la capacité à prendre en charge le déploiement et le cycle de vie des applicatifs de façon simplifiée. Donc, vous résoudre un certain nombre de problématiques qui sont habituelles, les rolling updates, le scale-up et le scale-down des machines, le provisioning des environnements. Et tout ça, ça correspond de façon plus générale à des applicatifs monolithiques, et ça ne se prête pas forcément bien aux microservices pour lesquels peut-être ECS serait plus adapté. Alors, Docker, c'est vrai qu'associé à Beanstalk, c'est moins connu. Et Beanstalk, c'est associé plus à des usages et des déploiements de stacks classiques dans vos projets. Donc sûrement pour des stacks de type Node.js, de type Java. Alors la simplicité, c'est que vous pouvez utiliser la stack classique de déploiement et d'intégration continue basée sur Jenkins et le client Elastic Beanstalk pour construire et déployer vos livrables. Alors, en ce qui concerne l'intégration de Docker avec Beanstalk, vous allez avoir deux modes essentiellement de déploiement, qui est le mode single container et le mode multi-container. Le mode single container, évidemment, il va répondre uniquement aux besoins des applicatifs monolithiques, alors que le mode multi-container, finalement, permettra de faire des déploiements un petit peu plus complexes lorsque vous avez, par exemple, des applicatifs qui sont composés de 2, 3, 4, 5 modules, voire plus. Le déploiement single container, en fait, il va se faire de façon assez simple. Vous aurez la possibilité soit de vous appuyer sur un Dockerfile unique et du coup de déployer votre applicatif sous la forme d'un Dockerfile qui va spécifier toutes les instructions à exécuter. Le Dockerfile, il servira à construire votre image et exécuter le conteneur au moment du déploiement de l'applicatif. Toutefois, vous avez des alternatives à ça. En particulier, vous allez pouvoir utiliser un format de fichier spécial, qui n'est pas le format de fichier Docker Compose, ni le Dockerfile classique,
donc qui s'appelle Docker Run. C'est un format de fichier qui appartient à Amazon et au service Beanstalk et qui va permettre de fournir des informations complémentaires. Typiquement, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce format de fichier quand dans votre usine logicielle vous construisez des images Docker que vous mettez à disposition dans votre registre et au lieu de reconstruire l'image au moment du déploiement, ce qui risque de causer par exemple des problèmes, alors, prenons une stack Node.js de npm install qui risque de redéployer par exemple, enfin de réinstaller des dépendances qui ne seraient peut-être pas voulues ou de créer finalement de l'instabilité éventuelle au moment du déploiement. Là, vous pouvez vous appuyer sur une image validée et donc cette image pourra par exemple être référencée dans ce fichier Docker Run plutôt que de s'appuyer sur un fichier Dockerfile où il y a toutes les instructions de construction. Le fichier Docker Run il permettra de contenir d'autres choses, telles que par exemple les informations d'authentification pour accéder au registre, des informations également de configuration des volumes, des ports, la façon dont vous allez gérer les logs au niveau du déploiement de votre conteneur. Il y a enfin une troisième solution, qui est la solution Bundle, qui se rapproche de façon assez classique de la solution de déploiement plutôt classique sur Beanstalk, c'est-à-dire que c'est un zip qui va contenir non seulement les fichiers qui vont servir à décrire comment construire l'image, donc le Dockerfile ou alors le Docker Run dans lequel il va y avoir des informations, des instructions complémentaires, et dans lequel, le zip, vous pourrez rajouter également les livrables, les codes sources qui serviront à construire justement l'image à déployer. Donc ça, ce sont grosso modo les trois manières de déployer des instances des conteneurs en mode single container sur Beanstalk. Donc, comme je disais, dans le Docker Run, on va retrouver un certain nombre d'éléments. Donc, je disais l'authentification, la référence de l'image et différentes options de configuration complémentaires. Et là, vous avez un exemple de fichier de configuration. Donc, la particularité que vous pouvez voir, c'est qu'il existe une numérotation de version. Donc là, en mode mono-conteneur, on va avoir une version 1. Parce qu'il y a une version 2 qui est réservée à l'usage multi-conteneur, et on y reviendra après. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir donner des images préconstruites. Donc ce que je disais avant, et vous voyez que finalement le fichier de configuration est extrêmement simple à comprendre, et finalement vous simplifie quand même pas mal le travail au niveau de la construction des environnements Beanstalk. Le mode multi-conteneur, il va surtout permettre de déployer des applications multi-conteneurs, comme je disais, qui peuvent être des applications qui sont constituées de plusieurs modules, voire vraiment du microservice. Ce qu'il faut savoir, c'est que Beanstalk, par derrière, il ne va pas faire de miracle et il va s'appuyer sur les solutions qui sont déjà à disposition chez Amazon. Et en particulier, il va s'appuyer sur ECS. Il va manipuler ECS à votre place et il va vous faciliter tout ce travail à travers finalement les fichiers de configuration, de description de déploiement que vous allez fournir. Donc c'est lui qui par exemple va créer le cluster mais également les définitions de tâches ainsi que se charger de lancer les exécutions qui correspondent finalement à chacun des conteneurs. Donc là un exemple assez simple de schéma, je crois qu'on l'a peut-être vu passer ce matin dans la présentation ou pas d'ailleurs, c'est finalement un schéma qui correspond alors ce qui est en vert, finalement, ça va représenter toute la partie, on va dire, Amazon, dans laquelle on va retrouver le cluster ECS, nos instances EC2, les définitions de tâches dans lesquelles sont définis nos différents conteneurs et comment, finalement, ces définitions de tâches décrivent comment est-ce qu'ils interagissent ensemble, et également un load balancer qui va permettre d'accéder à nos applicatifs, ce load balancer étant associé à un nom de domaine. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur un schéma applicatif finalement presque classique, qui n'est pas du tout compliqué à comprendre. La particularité du fichier Docker Run, qu'on est obligé de fournir également en mode multi-conteneur, donc cette fameuse V2 de ce fichier de configuration, ce qui est particulier, en fait, c'est qu'il oblige à avoir des images préconstruites. Donc là, il n'est plus question de construire l'image au moment du déploiement, mais on pourra uniquement aller pooler les images sur des registres. Donc là, on sera obligé d'être dans une optique de construction automatisée, j'allais dire, des images, de les déployer. Et le fichier, il sert qu'à référencer les images, ainsi qu'à définir la façon dont sont liées les images entre elles. Ce qu'il y a de particulier avec le mode multi-conteneur, vu qu'on travaille avec ECS, c'est que ça travaille avec des images optimisées justement pour ECS, avec entre autres l'agent ECS préinstallé qui sert à communiquer avec le cluster. Alors, petit rappel quand même, pourquoi est-ce qu'on utilise Beanstalk
pour Docker plutôt que d'aller sur un cluster ECS ou de mettre en place soi-même sa distribution spécialisée pour Docker ou ses orchestrateurs sur nos propres instances ou alors les images AMI préparées de notre entreprise. C'est tout simplement parce que Beanstalk se propose de résoudre un certain nombre de problématiques qu'on a régulièrement, donc des problématiques de blue-green deployment, de management de différents environnements, donc développement, recettes, pré-production, production, la capacité à en prendre en charge les fonctionnalités de rolling update et également la capacité de rollbacker des livrables si vous avez des problèmes en revenant à une version précédente qui serait déjà présente au niveau de Beanstalk. Donc un mot sur CloudFormation, parce que c'est bien beau de parler d'environnement finalement ECS, Beanstalk, etc. Mais tant qu'on a à faire tout ça à la main, finalement c'est assez problématique parce que on va créer un environnement en développement, on va essayer de le reproduire en recette, en pré-production on va essayer de le refaire, en prod également. Tout ça, ça demande de répéter beaucoup de fois les choses et si on n'automatise pas tout ça, on a le risque d'avoir le syndrome du Snowflake server, c'est-à-dire que c'est des serveurs de loin, ils ont l'air d'être identiques, mais de près finalement il y a des différences subtiles, on a du mal à les gérer de façon complètement neutre et automatique. Donc l'idée derrière c'est d'automatiser tout ça. Et Amazon propose des solutions pour ça, en particulier CloudFormation, qui est un outil qui permet de provisionner l'infrastructure sur Amazon, et ce de façon automatique, et du coup d'appliquer des déploiements répétables. Donc comment fonctionne CloudFormation? Essentiellement pour définir un environnement, une infrastructure, en fait on va avoir un fichier de template dans lequel, au format JSON, dans lequel on va décrire toute notre infrastructure, donc les VPC, les clusters par exemple ECS si on fait de l'ECS ou nos environnements Beanstalk. Le but c'est de rendre répétable ce que je disais, la création des infras. C'est également la possibilité de pouvoir gérer le versionning des infras dans un gestionnaire de code source et c'est la capacité de tester les déploiements, de les rendre répétables avant de faire une mise en prod. Donc là, ce qu'on va vous proposer assez rapidement, c'est de lancer une démonstration. Alors, on est en conférence, donc il y a toujours le risque de l'effet Bonaldi. Donc, d'où l'image. Et donc là, on va passer en mode console. J'espère que c'est assez gros. Non, hop. Je peux pas zoomer. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est vous présenter à quoi ressemble finalement un fichier CloudFormation. Donc le fichier CloudFormation, finalement, il est assez simple, hein, comme on disait, c'est un fichier au format JSON dans lequel on va retrouver des paramètres qui vont nous permettre de spécifier, par exemple, les clés à utiliser pour accéder aux machines éventuellement, ainsi que le type d'instance qu'on veut runner. Alors ça, c'est ce fichier-là qui est particulier. On peut passer finalement d'autres paramètres. On n'a pas besoin de passer exactement ces paramètres. Les buckets dans lesquels on va retrouver les livrables pour Beanstalk. Donc là, l'objectif de la démo, c'est de déployer de A à Z un environnement Beanstalk qui fonctionne avec Docker. Les subnets que nous allons utiliser et le VPC dans lequel nous allons réaliser cette démonstration. Ce qu'on aura en sortie, en fait, c'est une URL du load balancer qui permettra d'accéder au service. Alors, ce qu'on va retrouver, ce sont des ressources. Et c'est là le point essentiel. C'est dans cette partie-là qu'on va déclarer toutes nos ressources qu'on a finalement au sein d'Amazon. Donc, en particulier, ce qu'on appelle des rôles. Les rôles, c'est ce qui va servir à donner des autorisations finalement d'accès de nos services aux services Amazon. Donc là, en particulier, on doit donner des autorisations AEC2, donc aux instances compute. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une policy assez ouverte qui va donner tous les droits. Donc ce n'est pas à faire dans la réalité, mais c'est pour la simplicité de la démo. Ensuite, on a un profil d'instance qui va servir à fournir toutes les informations du rôle aux instances EC2 qui vont être déployées. Puis, puisqu'on est dans Beanstalk, on va avoir une application à déployer, on va avoir une version d'application à déployer. Donc cette version d'application, on l'associe finalement au zip qu'on a mis dans le bucket S3 au préalable. Donc ça peut se faire à travers l'usine logicielle, le déploiement du bucket, du livrable sur S3. Ensuite, on aura un template de configuration qui va permettre de spécifier toutes les options qu'on veut sur le déploiement Beanstalk. Et un environnement. Donc l'environnement, typiquement l'environnement de recette ou de développement, c'est un exemple. Donc là, je vais quitter le fichier pour lancer la démo.
Hop. Voilà. Donc on va éviter de taper les commandes à la main parce qu'elles sont quand même pas extrêmement évidentes. Ok. Hop là. On va y arriver. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va décrire un petit peu quand même la commande qu'on vient de passer. Donc on utilise le client, le SDK Amazon, on utilise le service CloudFormation, on demande de créer une stack et ensuite on va passer un certain nombre de paramètres. Là en fait on demande de créer une stack qui va s'appeler Aki Docker Sample Stack à partir d'un template, celui qu'on a vu juste avant, avec un profil, donc ça ce sont les clés d'accès Amazon, la région dans laquelle on le fait. On a besoin de passer une option parce qu'en fait on travaille et on manipule les rôles qui sont associés à IAM, donc c'est quelque chose de sensible et il faut passer une option comme quoi on assume qu'on va effectuer des modifications à ce niveau-là. Et on va passer des paramètres. Donc les paramètres, ce sont les paramètres qu'on a définis en début de template et il faut bien les valoriser à un moment donné. Donc c'est au moment où on passe la commande qu'on va pouvoir valoriser ces paramètres. C'est celui-là ? Ouais. Ok. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la présentation et on va passer une autre commande. Cette commande que vous avez en ligne de commande, hop, elle va permettre d'attendre jusqu'à temps que le déploiement soit complet. Une fois que le déploiement sera complet, on reviendra en fin de présentation pour vous montrer un petit peu le résultat. Et on va revenir à la présentation. Alors en attendant, du coup, on va faire un petit point sur Elastic Container Service. On va expliquer comment ça fonctionne et quoi savoir pour le manipuler. Déjà, pour commencer, certains le savent ou certains ne le savent pas, mais sans doute, gérer soi-même un cluster, c'est quelque chose qui est complexe. Ça tombe bien parce qu'en fait, ECS va le faire pour vous. ECS, du coup, c'est un service managé Amazon. Donc, le gros avantage, c'est qu'il va s'intégrer avec tout ce qui existe déjà dans la plateforme Amazon. Je pense au load balancing, auto-scaling, qui vont être des composantes importantes justement pour ECS. On va revenir dessus. À CloudWatch pour tout ce qui est monitoring. Le registry, on va faire un petit zoom dessus, parce que c'est assez intéressant. CloudFormation et j'en passe sur les autres services, je ne vais pas tous les lister. ECS, ça a été ouvert l'année dernière, du coup c'est déjà déployé dans toutes les régions du monde, et notamment en Europe, avec la région irlandaise et à Francfort. Petit point sur le registry, qui lui est un peu plus récent. Du coup en fait, ça va être le registre Docker, mais managé par Amazon. Donc l'avantage, c'est qu'à partir du moment où notre image est construite, on est déjà dans l'environnement Amazon jusqu'à son déploiement en fait, jusqu'à son déploiement sur les différentes instances. Autre avantage, c'est que Amazon va chiffrer ces images pour le stockage, parce que derrière en fait, ça va se baser sur le service S3, donc le service historique de stockage Amazon. Et qui dit service S3 dit haute disponibilité des images et surtout garantie de perdre aucune image. Le registry, on l'a dit, c'est un peu plus récent, donc ça commence à se déployer petit à petit. En Europe, on a l'avantage de l'avoir depuis peu dans la région Irlande. Pour ce qui est de Francfort, ça devrait arriver sous peu. Mais voilà, c'est déjà disponible en Europe, c'est ce qu'il faut retenir. Revenons maintenant du coup sur ECS. Quand on va travailler avec ECS, le nouveau vocabulaire qu'il va falloir manipuler, c'est on va avoir une notion de cluster, ça va vous parler. Task definitions, on va revenir dessus, et de repositories. Ça, ce sont les termes en fait que vous allez retrouver quand vous allez travailler avec dans la console Amazon. L'avantage de ECS, on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de cluster ni d'orchestrateur à fonctionner. Tout ça, c'est caché par ECS, c'est lui qui s'en occupe. Derrière, il y aura bien sûr des ressources, il y aura des machines EC2 à orchestrer, mais c'est ECS qui va s'occuper de ça. ECS, c'est un service Amazon. Du coup, vous allez travailler avec soit en mode console, soit grâce à l'API, comme les différents services que propose Amazon. Et surtout, ECS va s'occuper de la scalabilité, en se basant notamment sur les auto-scaling groups et les load balancers d'Amazon, qui sont des services plus classiques. Et ça va non seulement scaler en termes de nouvelles instances Docker à déployer dans votre cluster, mais ça va également être capable depuis peu de rajouter des nouvelles machines à votre cluster et de faire grossir votre cluster de cette manière. Donc le cluster, c'est avant tout un pool de ressources. En fait, c'est des machines EC2 classiques qu'il y a derrière et Amazon, avec le CS, s'occupe de cette partie orchestration. Les tâches, ça va être vos unités de travail en fait. On ne va pas déployer directement des conteneurs. Ça va être packagé par ce qu'on appelle des tâches dans Amazon, donc des task definition. Donc la plupart du temps, vous aurez pour chaque tâche en fait un conteneur, mais ça peut arriver également que vous ayez plusieurs conteneurs qui soient liés, et ça sera dans ces tasks que vous allez définir comment ils sont liés, quelles variables ils ont besoin qu'on leur injecte, et autre chose, et volume et autres, on va dire, paramètres que vous aurez à mettre comme toute machine Docker. Donc ça sera packagé dans la tâche.
Et ensuite, c'est ces tâches du coup, qui seront déployées sur les différentes instances de votre cluster. Et au-dessus de cette, on va dire le service, c'est ce qui va s'occuper de manager ces tâches. La tâche, ça décrit comment doivent être déployés vos conteneurs. Et le service, c'est ce qui va s'occuper de garantir, vous allez lui dire combien vous voulez d'instances de cette tâche. Et c'est lui qui va s'occuper de dire, OK, actuellement, j'ai 3 instances. Et si jamais il y a une instance qui commence à plus répondre et tout, c'est le service qui va s'occuper de provisionner une nouvelle instance, de la mettre dans votre cluster et de garantir que votre service est toujours disponible. Ça, c'est la première raison d'être du service. Et ensuite, il peut y avoir plusieurs options supplémentaires, comme le service aura la charge également de load balancer en fait, entre les différentes instances de vos conteneurs, le trafic. Autre avantage de travailler avec ECS, c'est tout ce qui va être pour les métriques et pour le monitoring. Ça va en fait travailler avec CloudWatch, donc qui est le service de contrôle en fait d'Amazon, dans lequel sont redirigées les différentes métriques et différents logs de tous les services Amazon. Et vous aurez notamment accès aux métriques de CPU, on va dire la différence entre le CPU réservé et le CPU utilisé, idem pour la mémoire, que ce soit au niveau de votre cluster en général ou alors par service. Pourquoi c'est important? C'est à partir de ces métriques-là que vous allez pouvoir définir à quel moment ECS va s'occuper de rajouter de nouvelles instances selon le taux d'utilisation. Ou alors, bien sûr, soit de faire du scale-up ou du scale-down. À l'inverse, si jamais il y a trop d'instances par rapport à l'utilisation, il va s'occuper également de réduire le nombre d'instances. Autre avantage de CloudWatch, c'est que c'est peut être enrichi par vos propres métriques. Si vous avez bien sûr de logs ou d'autres métriques dont vous avez besoin, vous pouvez les envoyer dans CloudWatch et elles seront accessibles du coup, soit à travers d'autres services Amazon ou alors directement depuis la console. Autre chose qu'il faut savoir du coup quand on commence à travailler avec du coup, des clusters, c'est tout ce qui est de partie service discovery. Je vais laisser la main à Alexis pour parler de cette partie. Ok, merci. Donc, ce qu'il faut savoir en particulier, c'est que Amazon ne fournit pas forcément de solution particulière pour le service discovery. Et donc, il va falloir s'appuyer sur ce qui est mis à disposition. En particulier, en fait, on va revenir à CloudFormation un instant. CloudFormation permet de former les environnements qui vont servir à faire tourner finalement vos applicatifs, donc à travers les clusters ECS. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est lorsqu'on va, par exemple, faire monter, instancier les conteneurs dans le cluster. En fait, vous allez pouvoir faire de l'injection de paramètres à travers les variables d'environnement de vos conteneurs. Et donc, lorsque vous allez instancier des ressources à travers CloudFormation, donc par exemple un load balancer qui est devant un service ECS, vous allez pouvoir injecter son URL au moment de la construction des autres services qui veulent s'adresser au premier service exposé par un load balancer. Vous allez pouvoir récupérer l'URL et l'injecter dans le service construit à son tour. Plutôt les exécutions de tâches construites à leur tour. Donc ça, c'est un moyen finalement de découvrir les URL cibles des services que vous utilisez. C'est pas un côté très dynamique finalement, ça se fait à la construction. Une autre manière de faire, ça va être d'utiliser Route 53 avec des zones privées, donc de prédéfinir à l'avance finalement des noms humainement compréhensibles par exemple, qui seront déjà connus et qui serviront finalement à adresser à travers une notion de DNS classique les services que vous voulez appeler. Et donc cette zone privée, l'avantage c'est qu'elle n'a pas besoin d'être exposée sur Internet, c'est Route 53 qui va se charger de ça pour votre VPC. Alors bien entendu, c'était expliqué ce matin et c'était expliqué à plusieurs reprises, vous avez la possibilité de vous appuyer sur des services, sur des outils de service discovery comme Consul. Par contre là ce sera à votre charge de les installer, de les configurer et de les faire tourner dans le cluster ECS. Et donc du coup de développer et d'intégrer ça au niveau des applications. Vous avez également une solution comme les overlay networks de Weave. Néanmoins, on ne va pas s'attarder dessus parce qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler avec, mais c'est une bonne solution pour finalement résoudre ce genre de problématiques. Un exemple de service discovery avec Route 53, donc ce que je disais, si l'utilisateur arrive par l'URL, par exemple, exposé de votre site, de votre service, il va arriver par exemple sur le premier service exposé, donc par exemple la partie web, qui sera représenté par plusieurs tâches déployées dans le cluster ECS. Donc si ce service veut s'adresser à son tour à d'autres services qui sont présents et qui composent l'application, il devra passer par des noms définis dans le DNS et donc à travers la définition de ces noms qui sont définis dans Route 53. Et donc ces noms seront associés à des ELB qui seront devant les tâches à proprement parler qui correspondent au service.
Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de scheduler des tâches sur un cluster ECS. Et d'ailleurs, il y a même deux différentes façon principale de le faire. Lorsque vous avez des jobs à durée de vie courte, vous allez utiliser ce qu'on appelle le scheduler de tâches par défaut. Le scheduler de tâches, par exemple, si vous avez des tâches de traitement que vous déployez, qui durent un certain temps et qui, une fois terminées, s'arrêtent, autant donc définir une tâche avec une tâche définition et l'exécuter. Et puis l'exécuter de façon récurrente ou même automatisée. Si par exemple vous connectez une file de messages avec des jobs dedans et un traitement qui va pouvoir lancer par exemple ces tâches de façon automatique, comme par exemple un job, une fonction lambda qui va permettre de déclencher ces tâches à la consommation des messages. Il y a deux manières de le lancer, donc ce qu'on appelle avec le run task. Donc là, c'est ECS, le scheduler de tâches, qui va se charger de répartir le mieux possible les tâches sur les différentes instances qui composent votre cluster. Ou alors, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le start task, qui va déléguer la charge de placer les jobs sur les différentes instances du cluster. Ce qui est beaucoup plus intéressant, j'allais dire, c'est si vous avez des applications qui sont composées de plusieurs modules et qui correspondent à des applications à durée de vie longue. En fait, là, il est plus intéressant de déclarer ce qu'on appelle des services. Donc, les services qui vont être amenés à manager finalement des ensembles de tâches qui correspondent à une tâche définition donnée. Et donc, associé à ça, vous avez le scheduler de service qui va vérifier la santé de la tâche, qui va s'occuper de faire le scale-up et le scale-down, et qui va s'occuper également de répartir en fonction des zones de disponibilité sur lesquelles qui ont été définies sur le cluster. Le load balancing, il est prévu dès le départ au niveau des services. Vous pouvez le mettre devant vos services pour répartir la charge sur les différentes instances qui composent, sur les différentes exécutions de tâches qui correspondent à votre service. Et donc, le load balancer, tout comme pour des instances EC2, va être chargé de répartir les différents appels entrants sur le port du conteneur. Bien entendu, on a vu que le cluster était capable, plutôt le service était capable de contrôler si la tâche était en vie, si elle était capable de répondre aux requêtes. Si le load balancer détecte à travers un health check que le service n'est plus disponible, n'est plus up, en fait, il va s'occuper de killer la tâche et de la relancer. Ce qui est important également, c'est en général lorsqu'on va être amené à faire des redéploiements de nouvelles versions, vous allez pouvoir jouer avec deux variables donc, qui s'appellent le minimum LC% et le maximum %. Ces deux variables vont permettre de définir comment vous allez pouvoir faire un rolling update. Donc une stratégie classique va être de dire tout simplement on va faire une mise à jour d'une partie des tâches qui sont déployées dans le cluster sur les différentes instances. Voilà, donc vous partez d'une étape 1 où vous avez toutes les tâches en version N qui sont déployées sur vos instances. Puis, dans une étape 2, vous allez, ça c'est le service et le cluster qui vont s'en charger, déployer la version N+1 de vos tâches, ce qui permettra d'avoir toujours les tâches de version N qui sont répondantes pendant que les tâches de version N+1 sont en train d'être déployées. Une fois qu'elles seront déployées, elles aussi seront capables de prendre en charge les requêtes qui arrivent. Et finalement, en étape 3, on arrivera à un maximum de 100% de tâches mises à jour. Et donc, on ne sera jamais descendu en dessous de 50% qu'on a défini comme minimum. Néanmoins, il peut arriver que vous ayez des workloads pour lesquels vous ne puissiez pas vous permettre de réduire la capacité de traitement. Et là, la stratégie, ça revient à dire on veut toujours un minimum de 100% de capacité et un maximum de 200%. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que sur soit des instances supplémentaires, soit sur les instances en cours, on va déployer de nouvelles tâches supplémentaires avant de déprovisionner les tâches qui ont été les tâches N. Donc on se retrouve bien à ne pas baisser la capacité de traitement des tâches qui sont déployées et à obtenir, après déploiement, une capacité égale. Donc on n'est jamais descendu en dessous de 100% de capacité de traitement. Autre point également intéressant, c'est qu'on est capable de faire du blue-green deployment. Un des patterns qui est proposé par Amazon, c'est d'utiliser en fait deux services distincts dans lesquels on va déployer des tâches
qui peuvent correspondre à une version A et une version B de l'applicatif, donc une version N, une version N+1, ou une version avec des features activées dans l'une ou dans l'autre. Et donc c'est grâce à Route 53 et au poids que vous allez mettre sur les DNS, en fait il y aura un load balancer devant chaque service et un DNS qui permettra, grâce à des poids, de rediriger tout le trafic vers un service ou vers l'autre. Et donc, si par exemple vous faites une montée de version, vous pouvez commencer à rediriger une partie du flux vers le service B, vous assurer qu'il marche et changer les poids pour que l'ensemble du trafic arrive sur le service B. Ou même, bah voilà, si vous avez voulu vérifier une fonctionnalité, qu'elle retenait peut-être plus l'attention des utilisateurs sur votre site web, de valider justement l'attrait d'une fonctionnalité donnée sur le service B, avant peut-être justement de le généraliser. Alors, un mot sur la gestion des logs qu'on a eu sur le projet sur lequel on a mis en œuvre ECS. Bon, sur l'ensemble des instances qu'on a, on a plusieurs conteneurs qui sont déployés. En fait, sur le projet sur lequel on a travaillé, on avait une quinzaine de modules. Chacun de ces modules sont déployés sur plusieurs instances d'ECS. Donc en l'occurrence, on a 3 instances et donc les conteneurs sont déployés plus ou moins à part égale sur l'ensemble des instances. Et il faut bien à un moment donné pouvoir consulter les logs et ce de façon agrégée. Donc ça, c'est une problématique qui va se poser très rapidement lorsque vous allez aller en prod ou vouloir exploiter l'applicatif. Comment est-ce que vous faites pour exploiter tout ça? Donc on est parti sur une solution qui est peut-être pas la meilleure, mais qui a quand même des avantages. Et donc on s'est basé sur la stack ELK. L'avantage, c'est que Amazon Web Services propose Elasticsearch en mode service ainsi qu'une console Kibana. Par contre, ce qui va manquer, c'est Logstash. Et donc Logstash est déployé sous forme de conteneur également dans le cluster. Et en fait, grâce au log driver Gelf, on va être capable de rediriger le flux vers Logstash, qui à son tour alimentera Elasticsearch, le cluster Elasticsearch. Et alors, grâce à un plugin dédié, un plugin Logstash pour Elasticsearch, donc qui va alimenter le cluster et qui va rendre finalement disponible l'ensemble des logs dans Kibana. Donc ça, c'est la façon dont on a géré les logs sur le projet. On va quand même dire un mot sur le cloud hybride. Ce qui est important, c'est que beaucoup d'entreprises ne veulent pas passer tout leur workload sur le cloud ou même sont sur des modes expérimentaux. Une bonne solution pour commencer à travailler avec le cloud, ça peut être éventuellement de s'appuyer donc sur les services proposés par Amazon pour s'ouvrir au fur et à mesure au cloud et déployer des workloads dessus. En particulier, vous avez ce qu'on appelle des VPC, donc ce sont des réseaux qui sont étanches et qui vous permettent de déployer des services à l'intérieur, donc de type compute. Et vous pouvez y accéder de façon assez classique à travers des VPN, et donc c'est une manière d'étendre votre réseau sur le cloud sans pour autant faire des choix irrévocables. Si vous commencez à augmenter votre activité avec le cloud et vous voulez avoir une intégration plus importante, vous avez toujours la possibilité de vous appuyer sur des outils comme Direct Connect, un outil qui a été mis en place chez notre client et qui permet d'avoir une ligne dédiée entre Amazon et les data centers de notre client, et donc finalement de faire une extension du data center de notre client avec les capacités du cloud, donc l'élasticité, la scalabilité que nous propose le cloud. Donc ça, c'est un élément important que vous pouvez prendre en considération. Il n'y a pas besoin de faire le grand saut et de tout passer. Vous pouvez passer quelques applicatifs qui ont peut-être des besoins particuliers auxquels peuvent répondre les services d'Amazon, et donc y aller de façon expérimentale ou exploratoire. Il manque un slide. C'est le slide sur la démo. On va prendre 3 secondes pour regarder le résultat de la démo et consulter les écrans de la console. Hop. Voilà, donc ce n'est pas préparé. On voit bien que ça a été fait à 17h43, donc pendant la session. Donc on a la stack Aki Docker Sample Stack qui a été déployée. Ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on déploie un environnement Beanstalk, ça crée également une seconde stack CloudFormation, donc celle qu'on voit juste au-dessus. Donc la première a été déployée à 17h39 et la deuxième à 17h43. Et c'est elle en fait qui crée l'environnement Beanstalk qui est décrit dans CloudFormation. Donc ici en fait on voit bien qu'on a pu créer l'environnement, et si on clique dessus, ce qu'on avait mis comme variable de sortie c'était l'URL du load balancer. Donc, ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire, c'est le mettre dans le browser et vérifier que le service est répondant. Et là, ça va être l'effet Bonaldi. Hop.
Bon, alors, est-ce qu'on a un problème de connexion? Alors, c'est pas grave. L'environnement est marqué comme complètement déployé. Par contre, ce qu'on peut aller voir, c'est le résultat sur CloudFormation. Pas CloudFormation, sur Beanstalk. Et voir que l'environnement a été créé. Voilà. Bon, alors il y a eu un problème, donc c'est pas de chance. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'environnement a été créé complètement. Ce qui peut arriver, c'est que les instances mettent un petit peu plus de temps à déployer que les timeouts qui sont décrits dans les templates CloudFormation qui sont générés. Donc après, c'est de la customisation et c'est peut-être des templates qui peuvent être un petit peu plus complexes pour les roder et les renforcer. Néanmoins, là, on a vu qu'on était capable de construire un environnement complet avec toutes les configurations qu'on a passées. Donc là, on voit bien que c'est une stack Docker avec l'applicatif qui, normalement, se trouve dessus. Là, ce qu'on va faire quand même, c'est détruire la stack. Hop. Voilà, là ça va être un exemple. Bon, on a voulu tout automatiser, pas de chance, on a eu une erreur au moment du déploiement. Il faudra peut-être retravailler les scripts, configurer des timeouts supplémentaires pour s'assurer que les temps de déploiement sont corrects. Et là, on peut facilement détruire l'environnement sur lequel on était en train de travailler pour le recréer. Donc ça, c'est un avantage. On ne se retrouve pas à refaire tout un tas de manipulations à la main. Et tout ça, c'est automatisable et répétable. Donc si on revient sur CloudFormation, on voit que les environnements sont en train d'être détruits. Et on retrouve les différentes étapes là, à la fois de construction et de destruction de l'environnement, ainsi que les ressources qui sont associées finalement à la construction de l'environnement. Donc les alarmes, les autoscaling groups, les policies, je pense que j'oublie, oui, les security groups, etc. Les load balancers. Voilà. Hop. Hein? Okay. Donc un dernier mot, la conclusion. L'objectif de la présentation, c'était de vous montrer que sur Amazon, vous pouvez choisir différents styles pour déployer Docker. Ça peut être sur du compute, en vous appuyant sur l'image Amazon Linux standard dans lequel vous aurez une version de Docker récente, ou bien en déployant des images customisées comme Rancher OS ou CoreOS, ou bien si vous avez des AMI spécialisés dans votre entreprise qui ont été préparés par l'exploitation, c'est éventuellement par exemple de déployer par-dessus des orchestrateurs. Toutefois, si vous voulez aller dans du plus simple et du plus managé, vous avez le choix également de faire tourner Docker en mode single container et multi-container sur Beanstalk, ou bien encore sur Elastic Container Service. Alors c'est vrai que Beanstalk sera peut-être plus adapté pour les applications monolithiques ou multimodules, là où ECS sera clairement plus adapté pour vraiment du microservice par exemple. Le slide de la démo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation? Oui. Oui, c'était juste sur la partie Logstash. Comment vous envoyez les logs dans Logstash? En gros, ma question, c'était de savoir si vous aviez mis un forwarder dans chaque conteneur ou est-ce que vous aviez un conteneur forwarder qui allait chercher dans les autres? Alors, en fait, pour rentrer plus dans les détails, on a quand même un Ops qui est spécialisé sur le projet qui va s'occuper vraiment des détails très précis à ce niveau-là. En fait, c'est dans les paramètres de démarrage des instances qui sont utilisées sur ECS, donc dans le template CloudFormation, qu'on va passer les instructions de la ligne de commande Docker à utiliser pour lancer les conteneurs, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est dessus qu'on va définir le log driver et justement l'usage de Gelf en particulier. Donc ça se fait finalement assez simplement. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que, j'allais oublier de le dire, le conteneur Logstash est déployé sur chacune des instances. Et donc en fait, il va communiquer en UDP directement entre le conteneur et l'instance qui se trouve sur le même sur la même instance EC2. Une autre question? Très bien, merci. Okay. Donc on vous remercie. Donc c'est une belle journée qui s'achève. On souhaite remercier tous les participants, bien évidemment, pour leur présence.
les speakers et les sponsors. Et vous pourrez retrouver bientôt toutes les vidéos sur Xelia TV. Merci à vous.